Bonsoir. Donc, je vais continuer avec Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Ce sera sa rencontre avec le livre de Wallace Beagles King, Captain W.E. Jones. Donc voilà, et si vous voulez avoir toutes mes nouvelles, n'hésitez pas, nombreuses nouvelles, il faut s'abonner, bien évidemment, c'est important. Voilà, en fait, comme vous voulez. Elle était entrée en coup de vent dans la pièce double qui nous servait de chambre à mes deux frères et à moi. Un grand espace avec balcon, décati mais confortable et sympathique, qui donnait juste au coin de Quartier et Mont-Royal. Ma grand-mère Tremblay, morte, ma tante Robertine, partie avec son fils Claude, les deux frères de mon père, Fernand et Gérard, casés dans une maison de chambre de la rue Papineau, nous avions enfin un appartement à nous. Mais c'était cher. Aussi, pour rejoindre les deux bouts, mes parents louaient-ils une chambre, la première à droite en entrant, à un monsieur Mignot, gentil mais très porté sur l'eau de Cologne. Comme d'habitude, je lisais. « Michel, si t'arrêtes pas de te tortiller comme une chenille sur ce fauteuil-là, je vais aller acheter une canne de raid. Si au moins je pouvais rêver que tu te transformes en papillon un jour. Je t'ai déjà demandé de frapper avant d'entrer dans ma chambre, maman. Je veux bien frapper avant d'entrer dans la chambre de notre chambreur, mais laisse-moi te dire, mon petit gars, que le jour où ce que je vais frapper avant d'entrer ici, les poules vont avoir des dents, puis les cochons vont donner des œufs. Je commence à être pas mal tannée. Il n'y a même pas moyen d'avoir un peu d'intimité ici dedans. T'as rien à cacher à ta mère. La moins importante n'étant pas que j'avais commencé à me tripoter en lisant les romans du Captain W.E. Jones. Est-il besoin d'ajouter que je ne voulais pas la voir entrer dans la pièce au moment stratégique? Ce qui venait presque d'arriver d'ailleurs. J'avais juste eu le temps de retirer ma main en l'entendant approcher dans le corridor. Si ma mère avait été une femme plus mince et plus discrète dans sa démarche, elle m'aurait ce jour-là pris en flagrant délit de péché mortel. Je serais probablement mort de honte, et elle aussi. En fait, comme tous les adolescents, j'avais des tas de choses à cacher à ma mère. La moins importante n'étant pas que j'avais commencé à me tripoter en lisant les romans du capitaine W.E. Jones. Est-il besoin d'ajouter que je ne voulais pas la voir entrer dans la pièce au moment stratégique, ce qui venait presque d'arriver d'ailleurs. J'avais juste eu le temps de retirer ma main en l'entendant approcher dans le corridor. Si ma mère avait été une femme plus mince et plus discrète dans sa démarche, elle m'aurait ce jour-là pris en flagrant délit de péché mortel. Je serais probablement mort de honte, et elle aussi. Puis lève-toi de là, faut que t'ailles à la Household Finance. Encore? Ça s'achève pas? Ça achève pas? J'y vais tous les vendredis depuis quasiment 1 an. Ben oui, puis t'en as encore pour 6 mois à y aller. Si ça t'intéressait pas d'aller remettre de l'argent emprunté à la Household Finance tous les vendredis, t'avais juste à venir au monde dans une famille riche. En attendant, lève-toi puis marche, comme disait l'autre. Puis laisse-moi mon fauteuil, un peu. Son fauteuil était une énorme bête en simili-cuir rouge vin de la première génération des Lazy Boys. Je crois que mes frères lui avaient acheté quelques mois plus tôt, mais qui avait abouti dans notre chambre à nous, parce qu'elle était trop encombrante pour celle de mes parents, et même pour la salle à manger où était installée la télévision. Il lui avait fait ce cadeau pour qu'elle puisse vraiment se reposer en regardant ses émissions favorites. Mais il avait été impossible d'installer cette énorme bête dans la salle à manger. Et il n'était pas question de déménager le poste de télévision dans notre chambre, la seule autre grande pièce de l'appartement. Mais comme il venait en plus de garnir notre garçonnière d'un système d'air climatisé, maman pouvait quand même profiter de l'air frais tout en se reposant dans son Lazy Boy. Nous étions en août, et en août ma mère, à cause de son poids et de l'insupportable humidité de Montréal, n'était pas endurable. Elle devenait irascible, impatiente. Elle pestait contre tout et sortait des boulamites sa mauvaise foi mordante annuelle qui pouvait la rendre si odieuse. Nous comprenions tous son état d'exaspération. C'était une des premières choses que j'avais apprises dans la vie. Ne pas contrarier ma mère pendant la canicule. Nous marchions sur des œufs, la maison devenait un cloître silencieux où il valait mieux ne pas croiser la mère supérieure dans ses mauvais moments. Mais cette année-là, grâce au fauteuil et à l'air climatisé, maman passait pour son premier été à peu près normal depuis très longtemps. Et nous bénissions tous la technologie moderne, même si cela signifiait qu'elle pouvait venir au beau milieu de la nuit s'étendre quelques heures dans son Lazy Boy.
Je me réveillais au petit matin pour aller faire pipi et je la trouvais là, étendue sur le dos, offerte au sommeil, ronflant juste assez pour que ce soit rassurant. Ou surgir à l'improviste à n'importe quel moment de la journée pour me détrôner, parce que c'était quand même moi, évidemment, qui en profitais le plus. Entre deux commandes au Ticoc Barbecue voisin où j'étais livreur dans mes moments de loisirs depuis plus d'1 an, je montais chez nous m'étendre pour lire. Les après-midi étaient plutôt tranquilles et monsieur Dubuc, le propriétaire, avait accepté que je m'absente pendant les heures les plus creuses. Ma mère était donc obligée de venir me déloger pour profiter un peu de son fauteuil. « Si c'est juste pour t'étendre dans ton lazy boy, maman, t'as pas besoin de m'envoyer à Household Finance, hein? T'as juste à me le demander. Je vais m'asseoir ailleurs. Si je veux profiter de mon lazy boy, Michel, j'ai même pas besoin de te le demander. Je peux juste te jeter en bas ou ben donc t'écraser de tout mon poids si tu veux pas te grouiller. » Je me dis qu'elle passait probablement une mauvaise journée, ce qui lui arrivait quand même malgré les nouvelles acquisitions, et qu'il valait mieux lui céder la place qui après tout lui revenait. Je m'extirpais du fauteuil en soupirant, le livre plaqué contre mon érection qui refusait de se résorber. « Puis laisse-moi donc ce livre-là que je le regarde un peu. Je me demande ce qu'il peut y avoir là-dedans pour t'empêcher de sortir pendant une si belle journée. » Je fourrai ma main dans ma poche, lui tendis le livre. Elle portait l'une de ces robes de nuit de coton sans manches, bleu pâle, qu'elle ne quittait jamais lorsqu'il faisait trop chaud, et qui me rappelait ma petite enfance, ces années bénies où je pouvais grimper sur elle, montagne de chair chaude et molle, pour aller quêter de l'affection qui jamais ne m'était refusée. Même au mois d'août. Les temps avaient bien changé. L'affection était toujours là, mais sa manifestation n'était plus la même. Depuis quelque temps, quand je devenais trop tendre avec maman, une certaine brusquerie avait remplacé cette chaleur qui avait bercé mes premières années. Je ne voulais probablement pas quitter mon enfance, ni cette chaleur. Ma mère le sentait et essayait comme elle le pouvait de me faire comprendre qu'un adolescent de 13 ans ne pouvait plus grimper sur sa mère pour aller l'embrasser. Hélas. Elle se mit d'abord de dos devant le lazy boy, s'appuya au bras du fauteuil en se penchant et en pliant les jambes, les fesses bien offertes, se donna une poussée vers l'arrière, s'étendit dans un frémissement de cuirette qui se dessouffle, cambra un peu les reins pour faire monter le petit marchepied. Je l'avais trop souvent vu faire pour trouver ça drôle. Maintenant, ça me touchait. Cette manœuvre lui demandait toujours un grand effort, et elle reprit son souffle avant de parler. « Je commence à faire des progrès. Je l'ai eu de la première fois, cette fois-là. Des fois, j'ai l'impression d'être en train de me noyer dans la cuirette rouge. Ben, où est-ce qu'il est, le livre-là » Il avait glissé entre sa cuisse et le bras du fauteuil. Je le repêchai et le lui tendis. « Tiens, le v'là. Mais t'aimeras pas ça. C'est des histoires de guerre puis des batailles en avion. Laisse-moi donc décider de ce que j'aime ou pas, veux-tu ?»« T'es ben bête. »« Ben oui, je suis bête au mois d'août. Tu le savais pas ?» Fin de la conversation, elle faisait semblant de dire. « Où est-ce qu'il y a l'argent ? Tu vas trouver exactement 2,5 piastres sur la table de la cuisine. Puis oublie pas ce que je t'ai dit. Tu me le répètes toutes les semaines, maman. Aie pas peur, il n'y aurait même pas moyen d'oublier, même si je le voulais. » Ces visites hebdomadaires à la Household Finance étaient la honte de ma mère et la mienne. Maman se cachait de mon père et de mes frères pour emprunter de l'argent. J'étais son complice obligé parce que c'était moi qui allais remettre cet emprunt petit bout par petit bout. Et ce rôle qui m'avait d'abord amusé, c'était un secret de plus que je partageais avec elle, avait fini par me rebuter au fur et à mesure que j'en découvrais les raisons. L'orgueil de cette femme qui avait toujours été pauvre et qui, au moment où son mari et ses fils commençaient à pouvoir la gâter, préférait s'adresser à une compagnie de finances plutôt que de leur en demander. Ce besoin maladif de passer pour quelqu'un qui équilibre bien son budget et peut se payer toutes sortes de choses inutiles alors qu'en fait l'argent venait de la Household Finance, cette fierté de parader à la messe du dimanche avec des chapeaux extravagants qui coûtaient cher mais qui n'étaient pas payés. L'une des plus grandes frustrations de ma vie est de ne pas avoir eu le loisir de la gâter comme elle le méritait, parce qu'elle est partie trop tôt, de ne pas avoir pu la combler de cadeaux au point de l'entendre dire une fois dans sa vie « J'en veux plus, j'en ai assez ». Mes frères, beaucoup plus vieux que moi, ont eu la chance, ont connu le plaisir de l'avoir porté la main à son cœur en criant « Le beau lazy boy, vous auriez pas dû, je méritais pas ça ». Moi aussi, parce que mon nom était toujours là, après Armand, Jacques, Bernard, mais ce n'était que par formalité.
J'étais trop jeune pour partager les dépenses avec eux. Je n'étais que présent, un spectateur impuissant. Je ne faisais pas partie des acteurs. Et je le regretterai toute ma vie. Aujourd'hui, elle aurait 92 ans et serait la vieille la plus comblée du monde. J'avais connu la household finance très tôt. Quelques semaines avant ma première communion, maman m'avait pris par la main, s'était rendue à la succursale de la rue Mont-Royal, m'avait montré au gérant comme un alibi irréfutable en disant « J'ai besoin de 100 piastres, c'est pour lui, pour sa première communion, pour son habillement pile parti. » J'avais eu le plus bel habit, le plus beau parti de la paroisse, mais pendant 2 ans, maman s'était rendue chaque semaine au bureau de la household finance pour les payer. La succursale était tout près de chez nous, sur Mont-Royal, entre Papineau et Cartier, en haut de Woolworth. Je n'avais donc que quelques centaines de pas à faire pour m'y rendre. Mais un code très sévère avait été érigé pour ces visites. Une marche à suivre précise, à laquelle je ne devais pas déroger. Personne ne devait jamais me voir entrer ou sortir de là, et je devais tout faire pour que mes visites à la household finance soient ignorées de tous, toujours. Ce n'était pas une mince entreprise, parce qu'en tant que livreur de barbecue, j'étais très connu dans le quartier. Tous les vendeurs, toutes les vendeuses de la rue Mont-Royal, surtout mes clients, m'appelaient Ticoc et m'envoyaient la main quand je passais devant leur boutique. Alors comment passer inaperçu? C'est toujours le milieu de l'après-midi, moment où les trottoirs de la rue Mont-Royal sont à peu près déserts. Maman me donne 2,50 $, me fait ces mêmes maudites recommandations que je connais par cœur, me pousse dans le dos parce que je n'ai pas envie d'y aller. Je descends l'escalier du 4505 de la rue Cartier, emprunte la rue Mont-Royal sur une centaine de pieds, en vérifiant bien si les vendeurs et les vendeuses des boutiques sont occupés à regarder ailleurs que dans la rue. Si on me salue, si on m'envoie la main, je dois faire semblant de magasiner. Ce sont les ordres que j'ai reçus. Par chance, juste à côté des bureaux de la compagnie de finance, se trouve une toute petite librairie. On y vend surtout des livres pratiques qui ne m'intéressent aucunement, mais c'est un alibi qui n'est pas à dédaigner. Tout le monde sait que j'aime lire, alors personne ne remarque que je reste un peu trop longtemps le nez collé à la vitrine, à lire les titres de livres sur la pêche à la ligne ou la manière de construire des cabanes à sucre? Des cabanes? Non, pas des cabanes à sucre. Ah zut! Ou la manière de construire des cabanes à moineaux. Quand mon haleine fait trop de buée sur la vitre en hiver, je bouge de quelques pouces pour recommencer plus loin, alors que j'ai eu le temps depuis longtemps de faire le tour de la vitrine au complet. Il faut que j'attende que personne ne soit en vue sur la rue Mont-Royal, entre Cartier et Papineau, et que tous les vendeurs des boutiques situées en face soient occupés à servir quelqu'un ou à replacer leurs marchandises avant d'agir. L'attente est parfois exigeante pour mes nerfs. Je dois avoir l'air d'un voleur qui prépare un mauvais coup, tout en faisant semblant de m'intéresser à ce qu'il y a dans les vitrines. Je tourne sans arrêt la tête pour voir si quelqu'un vient. Si j'ai eu le temps de faire le tour des 2 vitrines avant que l'occasion se présente, de pouvoir grimper l'escalier intérieur de bois qui mène à la household finance, je recommence le même manège au Woolworth. Mais c'est plutôt gênant pour un adolescent de rester pendant 5 minutes devant un déshabillé de nylon transparent ou un étalage de soutien-gorge en coton. Voleur et vicieux. Quand je suis absolument sûre de mon coup, je baisse la tête et je fonce. Tout doit se faire à une rapidité folle. Ne surtout pas laisser à qui que ce soit le temps de tourner le coin de la rue ou de lever la tête vers moi. Ce jour-là, cependant, à cause de l'humidité et de la chaleur, la rue Mont-Royal était vide et je pus monter au bureau de la compagnie de finance assez rapidement. Les habitants du plateau Mont-Royal avaient autre chose à faire que de se promener sur l'asphalte rendu collante et les trottoirs surchauffés. Toujours la même madame blonde derrière son comptoir. C'était quelqu'un, elle aussi, non? Elle pouvait tout répéter, nous dénoncer à n'importe qui, mais peut-être était-elle sous serment. Toujours le même air méprisant pour la plèbe qui vient porter son 2,5 piastres hebdomadaire. Ouvre le petit carnet, fait la soustraction, étampe, referme le petit carnet. Salut, à la semaine prochaine, le pauvre. J'avais souvent envie de lui demander combien elle était payée pour me mépriser autant, mais je me retenais parce que je ne devais sans aucun prétexte attirer l'attention sur moi. Mais en me retournant pour redescendre le vieil escalier, catastrophe et abomination. Madame Pilozzi, notre propriétaire. Moment de terreur de mon côté, de gêne du sien. Regard de reconnaissance entre pauvres qui profitent des mêmes expédients pour survivre.
Et mon père qui disait toujours que les Pilozzi devaient être très riches, avec les 80 piastres par mois que nous leur donnions pour notre logement. Une trop grosse hypothèque, peut-être. Ou alors la folie des grandeurs compte comme ma mère. Jamais plus, après cet incident, je ne pourrais croiser Madame Pilozzi dans l'escalier intérieur de la maison de la rue Cartier, sans penser à ce moment d'horreur qui nous avait rapprochés. Petite valse hésitation. Après vous, non, non, vas-y premier, petit salut de tête, le cœur qui bat trop vite, l'escalier 10 fois plus long d'habitude, la rue Mont-Royal trop étouffante. Mon Dieu, j'avais oublié de baisser la tête avant de sortir, quelqu'un m'avait peut-être vu. Une deuxième personne connaissait peut-être notre secret. C'était bien long. Ça a pris du temps avant que je puisse entrer. Personne t'a vu? Personne m'a vu entrer, non. T'es sûr? Maman, je t'ai dit que personne m'avait vu entrer. Vite, changer de sujet de conversation. As-tu commencé le livre? Oui. Je vois pas pourquoi tu me disais que j'aimerais pas ça. J'aime ça, ces histoires de guerre-là, moi. Je te dis qu'il y en a de l'action dans une seule page. Aïe. Puis il y a un personnage qui est un Canadien français en plus. Tu me le prêteras avant d'aller le reporter à la bibliothèque? Ok. Mais il va falloir que tu le lises à soir parce qu'il faut que j'aille le porter demain. Mon Dieu, quand même, tu me laisserais une journée pour le lire, tu ne mourras pas. Faut absolument que j'aille porter les livres demain, maman. J'ai plus rien à lire. Il n'y a plus rien à lire, la maison est pleine de livres. Je les ai toutes lus. Michel, tu viendras pas me dire que t'as lu tous les livres qu'il y a dans cette maison? C'est mes livres quand j'étais enfant, je les connais par cœur. Je te vois écornifler dans les livres de ton frère. T'es pas toutes lues, ceux-là? Bah non, tu veux pas que je les lise. Tu dis que c'est toutes des histoires de femmes trompées, d'amants, puis de maîtresses, puis que c'est trop vieux pour moi. Me donnes-tu la permission de les lire, là? Parce que si tu me donnes la permission de les lire, j'aurais même plus besoin de ne jamais retourner à la bibliothèque municipale. Aïe, viens pas m'astiner après-midi. J'ai pas ça dans le goût. J'ai dit que tu pourrais toucher à ces livres-là quand t'aurais 16 ans. Puis tu vas attendre d'avoir 16 ans. Puis tu vas me laisser le temps de lire le Captain Jones. Tu liras les derrière des boîtes de cornflakes, c'est tout. Quand même tu passerais une demi-journée sans lire, mon Dieu, franchement. Quand tu seras rendu aveugle, mon petit gars, tu verras bien que j'avais raison, mais il sera trop tard. En attendant, pendant que tu vois encore clair, aide-moi à sortir de là. Il faut que j'aille préparer le souper. C'est bien beau la lecture, mais j'ai 4 éléphants à nourrir, moi. Quand on est la gardienne d'un zoo, faut accepter les traquets qui viennent avec. Elle sortit de la chambre, le sourire aux lèvres, heureuse de sa dernière diatribe. Admirable dans sa conviction d'être la reine incontestable du monologue bien construit et de l'insulte drôle et bien placée. Moi aussi, je souriais. En quelques phrases, elle avait brossé un tableau assez précis de ce qu'elle pensait de moi. Elle savait pertinemment que j'avais apprécié sa performance et compris son message. Tu touches à un seul livre de la bibliothèque de ton frère, pis t'es pas mieux que mort. Et elle se dirigeait royale vers son poêle et ses chaudrons. Je me replongeais avec délice dans le roman du Captain W.E. Jones. J'en avais déjà lu une bonne centaine. Je les dévorais comme je dévorais plus tard les Agatha Christie ou les Maurice Leblanc. D'une seule traite, vautré dans le ventre de la grosse bête rouge vin, dont la cuirette était chaude en hiver, fraîche en été, complètement coupée du reste du monde, immergée jusqu'à m'y noyer dans les aventures de Worrells, de Biggles et de King. J'ai passé des années dans ce fauteuil, une redoutable laideur à vivre, mes lectures avec une passion, une conviction, une concentration qui me rendait parfois malade. J'y ai perdu la guerre de Troie par choix, parce que je n'ai jamais beaucoup aimé les Grecs et leurs insoutenables prétentions. Les Atrides me fascinaient, mais je ne les aimais pas, alors je prenais parti pour les Troyens. Plus civilisés, plus cultivés, pour la courageuse Écube, contre l'hystérique Clytemnestre, pour le sage Priam, contre l'arrogant Agamemnon, pour l'amour de l'art contre l'amour de la guerre. J'y ai volé au-dessus de Londres en compagnie de Wendy Darling, même si j'étais trop vieux parce que je revenais régulièrement à Peter Pan, surtout quand j'ai commencé à sérieusement refuser de devenir un adulte, un homme en fait. J'y ai essayé de découvrir mes premières coupables de romans policiers, mais la divine Agatha était toujours plus machiavélique que moi et me laissait immanquablement pantois d'admiration. J'y ai détesté Maigret, ses énervantes grippes et ses maudites pipes refroidies tout en adorant les romans, si humains, dans lesquels il évoluait. J'y ai lu mon dernier Jules Verne, mon premier Saint-Exupéry, mon dernier Féval, mon premier Dostoïevski, mon dernier Tribly, mon premier Beauvoir, mon dernier Baron Orsi, mon premier Baudelaire, mon dernier Signe de piste, mon premier Nerf.
J'y ai mis un terme à mon enfance avec Rimbaud et entamé mon âge adulte avec le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Maman disait que je grandissais étendue dans un lazy boy et qu'un beau jour, je me réveillerais avec une peau en cuirette rouge vin et des plaies de lit inguérissables. Mais j'en sortis, devenue adulte à travers des lectures souvent trop sérieuses pour mon âge, avec la peau plus pâle et plus sensible que jamais et des plaies inguérissables à l'âme. Je me replongeais donc, avec ravissement, dans les aventures du capitaine Lorrington King, dit Gimlet, du célèbre commando des King's Kitten, tout en triturant avec la main gauche un trou de cigarette qu'un de mes deux frères, probablement Jacques, qui y passait plus de temps que Bernard, avait pratiqué par mégarde sur un des appuis-bras. Je me souviens très bien de ce trou que je ne pouvais pas m'empêcher de toucher, de frotter, de gratter selon l'état d'excitation dans lequel me mettait ma lecture. Si l'affreux nazi von Zeuthen, le méchant des romans du Captain Jones, qui revenait d'un livre à l'autre en poursuivant tous les héros de cet auteur, King autant que Worralls ou Biggles, si le méchant von Zeuthen, donc Zeuthen peut-être, c'est en allemand, si le méchant von Zeuthen, donc si le méchant von Zeuthen donc faisait souffrir quelqu'un d'une façon particulièrement vicieuse, où sortait l'une de ses répliques à l'emporte-pièce qui me faisait tant frémir. « Faut saler, faut rappeler, te von Zeuthen pour le reste te faut jour !» Le trou de cigarette en prenait un sérieux coup et des bouts de cuirette rouge vin étaient étirés, roulés, pincés, puis coupés entre l'ongle du pouce et de l'index. Quand je lisais de la poésie ou des romans psychologiques, le trou restait à peu près intact. Mais si je me lançais dans un roman d'aventure, comme c'était le cas ce jour-là, ou un roman policier, le trou s'agrandissait sensiblement et j'entendais déjà ma mère crier à la cantonade en s'installant dans le Lazy Boys. « Si le creuseur de cuir arrête pas d'agrandir, ce trou-là, il va se retrouver avec une main gauche en moins. » Je crois bien avoir lu tous les livres du Capitaine Jones, entre l'âge de 12 et 14 ans, du moins tous ceux que possédait la bibliothèque municipale. Je les dévorais en quelques heures, excité, fiévreux, faisant fi des invraisemblances. Des hasards douteux, des fins parfois bâclés. Je poursuivais les nazis assis à côté de Biggles, l'as des pilotes de l'aviation britannique. J'admirais le flegme de King, que rien ne semblait émouvoir, ou même déranger le moindrement. Je me régalais de l'humour de Worralls, la Gvac, courageuse, ou la Quack, K-W-A-C, courageuse et inventive, dont l'assistante, la bien nommée Freckles, parce qu'elle était couverte de taches de rousseur, était peut-être amoureuse, à mon grand étonnement d'ailleurs. Worralls et Freckles sont les deux premiers personnages de littérature qui m'ont fait soupçonner de l'existence du lesbianisme. J'avais déjà accepté, compris, nommé mes propres tendances. Je scrutais chacun des livres que je lisais à la recherche de personnages qui partageaient mes goûts, sans jamais en trouver, bien sûr, parce que la littérature pour la jeunesse en était complètement démunie. Et au moment où je commençais à me demander si la même chose existait chez les femmes, s'étaient présentés Worralls et Freckles, probablement pas lesbiennes du tout, mais dont la tendresse mutuelle, le métier plutôt étonnant, elles étaient elles aussi pilotes d'avion, l'humour un peu viril et les incessantes victoires sur le méchant von Zeuthen me faisaient penser qu'elles n'étaient pas des femmes ordinaires, et que peut-être chez l'autre sexe aussi. J'analysais chaque phrase des romans qui les mettaient en scène, chaque réplique qu'elles se disaient, surtout les farces qu'elles faisaient, à la recherche du moindre petit indice. Je finissais bien sûr par en trouver à force de gymnastique intellectuelle et de suppositions hasardeuses, et je l'avoue, j'étais un peu jaloux d'elles. J'essayais d'imaginer ce qui se produisait après que le roman était fini. Encore mon syndrome Blanche-Neige. Ce qu'elle pouvait se dire ou faire l'aventure terminée. Von Zeuthen battu. L'avion rangé dans son garage. Mon plexus solaire devenait tout chaud. Mais ma main ne quittait pas encore le trou dans la cuirette rouge vin. Ce qui est étonnant, c'est que je ne retrouvais pas le même contenu tendancieux dans les romans sur Biggles ou King. Alors, avec le temps, j'avais un peu abandonné Worralls, rendu trop facile à dévier de sa trajectoire hétérosexuelle, pour introduire dans les autres romans du Captain Jones ce que je n'arrivais pas à y trouver. J'y ajoutais moi-même un contenu homo-érotique et ma vision de ce monde d'hommes en guerre, mais qui ne risquait rien parce qu'ils étaient des héros de romans et que nous savions d'avance qu'ils allaient sortir vainqueurs de toutes leurs aventures.
changea du tout au tout. Avec Quarles, c'était la curiosité qui l'avait emporté. Avec des personnages masculins, ce fut tout mon être qui participa, et dans un abandon que je ne me connaissais pas encore. L'entourage de King surtout en fut victime. Comme King avait 3 assistants et que le plus jeune était un trappeur canadien-français, dont le nom en plus se ressemblait au mien, il s'appelait Trapper. Troublé, c'était plutôt commode. Il me fut très facile de m'identifier à ce personnage, et je pus en toute sécurité, caché à l'intérieur de Trapper Troublé, tomber amoureux de mon chef, si bon, si généreux, si courageux. Surtout que le trappeur en question était le plus discret des King's Kittens, qu'il ne parlait que par monosyllabes, et toujours pour se déclarer absolument d'accord avec ce que disait ou faisait King. J'évoluais donc autour de mon idole, en tant qu'utile mais discret assistant, et je pouvais l'aimer en toute impunité, parce que je savais que jamais il ne serait conscient de mes sentiments. En plus, il me délivrait quand j'étais prisonnier, me remerciait, quand c'était moi qui lui sauvais la vie, avec une certaine effusion malgré la grande froideur qui l'habitait habituellement. Me confiait des tâches délicates et difficiles, me distribuait des tapes dans le dos et de sincères compliments. Que demander de plus à son héros, à son héros. Quand King s'adressait à Trapper Troublé pour lui donner des ordres, ou juste pour lui faire la conversation, quand il daignait, en fait, reconnaître son existence, je glissais furtivement la main dans mon pantalon, et mon imagination, elle aussi, gonflée à bloc, débordait vite des cadres du livre d'aventures de guerre. Quand j'étais délivré par mon chef, ou que je le délivrais moi-même des griffes de von Soyton, ce qui à ma grande joie arriva à quelques reprises, je fermais les yeux, je laissais mon imagination débridée m'emporter où elle voulait. Les remerciements que me faisait King se transformaient vite en gestes passionnés et précis. Je me tournais sur le côté, j'éjaculais dans mon sous-vêtement en fermant les yeux. Que j'étais heureux. J'avais enfin dépassé la période où le judéo-christianisme de ma petite enfance me confondait de culpabilité après mes masturbations. Je les assumais pleinement, désormais, surtout lorsqu'elles avaient King pour objet et Troublé pour alibi. Aucun des romans de la collection, signe de piste, pourtant reconnus, surtout à cause de leur illustration très tendancieuse, comme des œuvres à contenu homo-érotique type, ne m'a jamais transporté sexuellement autant que les livres du Captain Jones décrivant les aventures de King's Kitten. J'ai gardé une place toute spéciale pour Trapper Troublé dans mes souvenirs de lecture d'adolescence. Surtout que ma séparation d'avec lui fut des plus brusques, des plus violentes même. Une deuxième surprise, après ma rencontre avec Madame Pilozzi chez Household Finance, m'attendait en cet après-midi du mois d'août. Un choc assez violent en fait, et si je m'étais le moindrement douté de ce qui se préparait, j'aurais laissé ma mère terminer ce livre sans le reprendre. Une des grandes aventures amoureuses de ma vie allait se terminer dans la déception et la rancœur. Pour la première et la dernière fois de mon existence, j'en voudrais à mort à un auteur de roman. Je recommencerai le chapitre que j'avais abandonné plus tôt, retrouvé avec plaisir King et ses 3 assistants, Cooper Colson, Nigel Peters, Dick Coob et mon favori Trapper Troublé. Tout allait bien, quelqu'un, probablement Troublé, était prisonnier. Von Soyton se montrait plus sadique que jamais. King arrivait dans son costume défraîchi de pilote d'avion, revolver au poing, et dans mon imagination fertile, trempée de sueur, il sentait peut-être un peu fort, mais c'était l'odeur de la délivrance et de joie indescriptible à venir. J'étais partie pour une fin d'après-midi des plus délicieuses, mais un petit bout de phrase me sauta à la figure. Tout s'arrêta. Ma main gauche de triturer la cuirette rouge, mon pied de battre sa propre mesure, à cause de ma grande nervosité, mon esprit de fonctionner, mon cœur de battre. Au moment où King entrait dans la pièce pour délivrer Trapper Troublé, il avait fait mention de sa moustache. Sa moustache. King n'avait jamais porté de moustache. Je relus le bout de phrase plusieurs fois, incrédule. C'était bien là, en toutes lettres. King était bel et bien affublé d'une moustache. Je reposai le livre. J'étais amoureux depuis des mois de quelqu'un dont j'ignorais qu'il portait la moustache. Si je ne m'étais pas retenue, j'aurais tout de suite couru à la bibliothèque municipale, feuilleté les Kings que j'avais lus, à la recherche de la maudite moustache du capitaine des King's Kitten. Mais j'étais convaincue, absolument convaincue, que mon héros préféré n'avait jamais porté la moustache. Le Captain Jones ne pouvait pas me faire ça. Je repris le livre, relus encore une fois le passage, essayai d'imaginer mon King à moi avec une barre noire en dessous du nez. Non, impossible, trahison.
Je lançai le livre contre la porte de la chambre, il tournoya en faisant un bruit d'aile, s'écrasa sur le plancher, comme un oiseau atteint par une balle de carabine. Je croisai les bras, repliai les jambes, m'enfonçai dans la lazy boy, un trou dans l'estomac et le cœur en compote. Ce n'était pas tant la perte de King lui-même qui me mettait dans cet état, je crois. Après tout, il n'avait jamais été que l'objet de mon trop-plein d'énergie sexuelle, mais le fait de savoir que ce grand besoin d'effusion physique, justement, n'avait plus d'objet. King partit de ma vie, sur qui allais-je lancer mon dévolu? Étais-je condamné à rester tout seul dans ma pièce double du plateau Mont-Royal, effoiré dans le fauteuil de ma mère à la recherche d'un héros de roman glabre, digne de mon affection? Je me voyais feuilletant des romans à l'affût d'un héros admiré, à aimer, à la ridicule de la chose me faisait sangloter à gros hoquets. Qui allais-je pouvoir aimer? L'amour ne se commande pas. La cuirette rouge était imbibée de larmes et de bave. La manche mouillée de mon t-shirt me collait à la peau. J'avais envie de faire pipi, mais je n'osais pas sortir de la pièce de peur de tomber sur maman. Je m'extirpais tant bien que mal du lazy boy, après m'être essuyé les yeux, repris le livre. Je rouvris à la page où King venait délivrer Trapper Troublet des griffes de l'odieux Von Soyton. Et si je faisais l'effort d'oublier le petit bout de phrase qui venait de péter ma balloune, si je faisais comme si elle n'avait jamais été pensée, écrite ou imprimée, rien n'y fit. Ce qui était lu, était lu. Je ne pouvais rien y changer. On ne peut tout de même pas demander à un héros de roman d'aventure d'aller raser sa moustache. Alors je me retournai contre l'auteur. Quel mauvais écrivain, quel imbécile. Écrire des tas de livres au sujet d'un même héros sans jamais faire mention qu'il porte la moustache, démolir d'un seul petit bout de phrase l'image que ses lecteurs s'étaient faite de son héros depuis les tout débuts de ses aventures, quel niaiseux. Il ne se relisait jamais, il ne faisait pas de plan, ne travaillait pas ses structures, ne gardait pas de description détaillée de ses personnages, qui revenaient d'un livre à l'autre, et qui donc devaient toujours se ressembler, avoir les mêmes traits physiques et physiologiques. Il ne se préoccupait pas de ses lecteurs et écrivait des romans d'aventure en série juste pour gagner sa vie, pour faire de l'argent. Jamais plus je ne lirais de ses livres. Je flattais doucement le livre. Ma peine était vraiment très grande. J'avais passé des moments tellement délicieux au-dessus de la Manche ou de l'Afrique du Nord à lancer des bombes sur les armées allemandes ou à poursuivre des avions plus légers, plus perfectionnés que le mien, mais que je réussissais tout de même à anéantir à cause de ma grande intelligence et de ma forme physique et intellectuelle inébranlable. Sans compter les heures passées dans les bras du capitaine du King's Kitten. J'avais été le chaton favori de mon chef. Comment pourrais-je survivre autrement? Je n'étais donc pas du tout convaincue de pouvoir me passer complètement du Captain W.E. Jones. Alors je décidai de ne conspuer que les Kings, pour le moment, et de me concentrer désormais sur Biggles et Worrells, qui, eux, ne risquaient pas de me décevoir. « Tu l'as fini ?»« Moi. »« C'était bon ?»« Moi. »« Mon Dieu, développe un peu. T'as l'habitude de mieux parler que ça de tes livres que tu lis. »« Moi. »« Michel, je te parle. »« Ben oui, je le sais. Bah, si tu me parles pas sur un autre ton, je te donne une claque derrière la tête. » Je veux pas te dire comment ça finit, c'est tout. Ça finit-tu bien? Je regarde ma mère un long moment. J'espère qu'elle ne voit pas les rigoles sous mes yeux et ma chemise trempée. Mais je l'ai déjà dit, elle voit toujours tout. Sais-tu? Je ne sais pas si ça finit bien.